Bonjour, bienvenue. C'est un événement assez inhabituel de voir autant d'assistance à une manifestation scientifique. C'est un événement inhabituel pour moi aussi, et donc ça implique un degré de stress qui est aussi inhabituel. Je vous prie de m'en excuser. Je tiens à remercier la faculté de droit, d'économie et de gestion qui nous a soutenus de manière constante et avec vraiment beaucoup de vigueur pour l'organisation de cette manifestation qui a déjà commencé hier. Et je voudrais remercier aussi tout particulièrement Pierre Secoué du Centre Jean Baudin, dont la logistique administrative est vraiment infaillible, et heureusement qu'il est là. Merci bien sûr aux intervenants qui vont vous parler des violences sexuelles. Merci. Je vais dire quelques mots sur la raison d'être de cette matinée, et puis ensuite je vous présente Léa. Léa, qui est en Master 2 de droit international et européen ici, et qui va dire quelques mots au nom de la promotion Mukwege, puisque Denis Mukwege a accepté de parrainer cette année la promotion des étudiants de Master 2. Et donc elle prendra la parole ensuite. Comme ça, elle pourra ensuite se libérer du stress, elle aussi. Il y a 10 ans exactement, je passais une leçon d'agrégation et j'étais tombée sur un arrêt de la Cour internationale de justice dans une affaire qui avait opposé la République démocratique du Congo à l'Ouganda. Et je devais expliquer à quel point le droit international s'appliquait en l'espèce, et l'Ouganda avait été condamné pour ingérence en République démocratique du Congo. Une deuxième affaire avait opposé la République démocratique du Congo au Rwanda, mais pour des raisons de procédure, le recours avait été rejeté pour irrecevabilité, quand bien même les faits, au fond, étaient les mêmes. Et j'avais commencé par toute une série de superlatifs, parce que la RDC, c'est quasiment le pays le plus grand, c'est quasiment le pays le plus riche, c'est quasiment le pays dans lequel il y a eu le plus d'actions internationales onusiennes. Et un budget de 1,5 milliard à 2 milliards de dollars par an est dépensé pour la MONUC, devenue la MONUSCO en RDC. Et dans cette épreuve d'agrégation, eh bien, j'avais eu malgré tout le sentiment d'une certaine inefficacité et d'une certaine inutilité du droit international de la justice. Mais non, il ne faut pas désespérer, parce que le droit est un argument puissant au service des États, et puis sans État de droit, il ne peut pas y avoir de paix, il ne peut pas y avoir de justice, il ne peut pas y avoir de développement. Et c'est donc cette matinée qui va nous mener à évoquer une question très spécifique qui ne va pas porter que sur les Kivu, mais malgré tout. Depuis 10 ans, donc, je suis l'actualité au Kivu, et en 2006, j'ai une pensée particulière pour mon amie Barbara aujourd'hui, qui était allée assister aux premières élections au suffrage universel en RDC, et qui me disait avoir échangé avec des gens qui avaient marché pendant plusieurs jours pour aller voter pour la première fois de leur vie. Et ces élections avaient déclenché un espoir immense pour la reconstruction, et 12 ans plus tard, quel désenchantement. Quel désenchantement, parce que le Kivu est considéré par les organes de droit d'asile comme l'une des régions du monde dans lequel le niveau de violence, le niveau guerrier est le plus élevé au monde. Et lorsque un demandeur d'asile arrive en France et qu'il est originaire du Kivu, à moins qu'il ne soit criminel lui-même, il aura le droit à une protection internationale de la part de la France en raison d'un niveau de violence élevé, d'une violence aveugle contre les civils. Et les violences sexuelles s'inscrivent dans ce contexte de pauvreté, de sous-développement, de corruption, de pillage des ressources, autant de causes qui alimentent un conflit armé. La thématique de la matinée est chargée, elle est très vaste, on ne va pouvoir en parcourir vraiment qu'un tout petit aspect. Et sur le fond, on verra la question de la porosité des violences, dans la mesure où on constate probablement que les violences sexuelles dans les conflits armés eh bien, se prolongent une fois le conflit armé terminé, jusqu'à devenir quasiment une norme sociale.
avant un conflit, pendant un conflit, après un conflit, eh bien, nous verrons simplement quelques aspects sur la manière dont on peut comprendre les différentes formes de violences sexuelles, la manière dont on cherche à réprimer les auteurs de violences sexuelles et puis la manière dont peut-être on peut arriver à prévenir ces violences sexuelles. Voilà quels sont les 3 temps qui vont animer les discutants avec une approche pluridisciplinaire, histoire, investigation, enquête de terrain et puis droit également. Mais bien sûr, la première parole devra revenir au point de vue des victimes, et c'est en cela que l'expérience incomparable du docteur Mukwege nous est offerte aujourd'hui, et je suis vraiment très heureuse d'offrir cette matinée à mes étudiants et d'offrir cette matinée à vous tous. Merci d'être là. Et donc je vous remercie vraiment, je vous remercie infiniment, et je vais passer la parole à Léa. C'est avec une immense joie et une immense fierté que je vous remercie, au nom de tout le Master 2 droit international et européen, d'avoir accepté de parrainer notre promotion. Nous mesurons en ce jour la chance que nous avons de vous recevoir à l'Université d'Angers, université que vous avez vous-même fréquentée, et de vous voir associé à notre Master. La formation que nous suivons nous amène à réfléchir à la question des droits de l'homme et à prendre conscience chaque jour un peu plus de l'importance qu'il y a à les conserver, à les protéger et à les partager. Nous devons apprendre à nous indigner comme vous l'avez fait et comme vous le faites encore. Continuer à nous indigner contre les pratiques qui détruisent les femmes et plus généralement contre la négation de la dignité humaine. Ainsi, le combat que nous pourrons mener grâce à vous, sans armes à feu et sans violence physique, mais avec la connaissance et l'instruction, c'est une lutte acharnée pour une prise de conscience et contre le déni. Alors, lucides quant aux souffrances de notre monde et aux coups portés aux droits fondamentaux, nous serons, je l'espère, un jour comme vous, capables d'agir et d'œuvrer pour la paix. Votre engagement actif pour le respect des droits est pour nous un exemple, et nous nous attacherons à le suivre au cours de notre vie professionnelle et personnelle, sans doute pas à la même échelle, ni avec la même force, mais avec la détermination et la sincérité de ceux qui croient en l'avenir et au triomphe des droits de l'homme. Vous avoir comme parrain est un véritable honneur. Nous sommes très heureux d'être devenus la promotion Denis Mukwege 2017-2018. Encore une fois, merci pour ce cadeau que vous nous faites. Nous tâcherons d'en être dignes. Et nous avons un cadeau pour vous, 2 petits cadeaux qui viennent d'Angers. Voilà, petit souvenir de votre passage à Angers. Le professeur Taxil disait qu'il a un stress. Je pense que moi, c'est beaucoup plus l'émotion. L'émotion d'étranger, l'émotion d'être devant vous, l'émotion d'être devant la promotion qui porte mon nom et qui vient de donner un témoignage fort de ne jamais se taire, de dénoncer. Et je dois dire que pour moi, ça me donne tout simplement raison d'espérer dans un futur meilleur, un monde meilleur, puisque nous avons cette responsabilité tous et nous pouvons le faire si tout simplement nous refusons d'être indifférents devant l'injustice. Ma formation, je suis médecin. Effectivement, quand je suis venu ici à Angers, l'objectif était beaucoup plus d'apprendre les techniques d'obstétrique pour lutter contre la mortalité maternelle très élevée dans mon pays. Chose qui a été faite. Donc je suis retourné dans mon pays avec un objectif qui était clair,
lutter contre la mortalité maternelle. Et pendant 14 ans, j'ai travaillé. D'abord, il fallait créer, former des sages-femmes, former des médecins, créer des structures. Et tout ça, j'avais l'impression que ça allait de soi. Les résultats étaient là. On engrangeait des résultats qui étaient visibles. Donc, il y avait de moins en moins de femmes qui venaient inanimées, avec des complications hémorragiques, suite aux accouchements faits dans des conditions sans personnel et sans infrastructure. 14 ans plus tard, un événement malheureux s'est passé. C'est que mon hôpital avait été attaqué, mes malades étaient tués, le personnel était tué. Et c'est vrai qu'à partir de ces moments-là, je m'interrogeais sur tout ce que le peu que je connaissais sur le droit international, tuer les malades dans leur lit. À ce moment-là, j'ai été voir le représentant spécial de Boutros Ghali, qui était le secrétaire général des Nations Unies, pour m'indigner, essayer de voir s'il y a quelque chose qui peut être fait. Eh bien, j'avais eu la réponse habituelle. Des désolations, mais il n'y avait pas d'action. Et jusqu'à ces jours, ces malades qui ont été massacrés dans leur lit, ces personnels soignants qui étaient au chevet des malades et massacrés en faisant leur devoir, il n'y a jamais eu justice. Ça a été repris dans le rapport, le mapping report des Nations Unies, mais malheureusement, je crois que c'est quelque chose qui me fait toujours mal et je suis très content d'être à côté de Madame Taksil, puisque je me dis, il y a quand même des juristes qui peuvent se pencher sur le droit international, puisque nous avons de très bons outils, si vous les lisez, mais lorsque maintenant on arrive à la pratique, c'est tout à fait autre chose. Aujourd'hui, donc, on m'a demandé de parler de violences sexuelles dans les conflits armés, puisque depuis ces temps, en fait, c'est comme si ma mission a été complètement déviée. Aujourd'hui, je m'occupe beaucoup plus des atrocités qui sont commises sur le corps des femmes, les violences sexuelles dans les conflits armés. En République démocratique du Congo, depuis 1999, une nouvelle pathologie est apparue, ce viol avec extrême violence. Et nous avions essayé de documenter les malades qui venaient à l'hôpital de Panzi. Nous nous sommes rendus compte que ce sont des malades qui étaient violés, mais ces viols avaient des caractéristiques. Ce sont des viols qui étaient faits méthodiquement, puisque la plupart de nos victimes nous disaient qu'elles étaient violées par plusieurs personnes à tour de rôle. Et quand on avait calculé, la moyenne était à peu près de 3 personnes par victime. Mais ces viols qui étaient collectifs étaient également faits en public. Et souvent, les maris, les enfants, voire même le voisin, étaient associés. On les forçait d'être des témoins de ces viols. Ces viols se faisaient souvent accompagnés par des tortures de toutes sortes, mais des tortures aussi qui étaient caractéristiques des groupes qui commettaient ces viols. Souvent, l'esclavage sexuel suivait pour surtout des jeunes femmes. Et ici, on avait observé que ces viols, parfois, portaient des signatures, puisqu'il y avait des objets qui étaient utilisés pour commettre ces forfaits, ces atrocités. Ça pouvait être aussi bien
les armes à feu utilisées au niveau de l'appareil génital, des armes blanches, ou même l'usage des produits chimiques, comme la soude caustique. Elle est beaucoup utilisée dans la fabrication artisanale du savon chez nous. Et on avait constaté que parfois, ces produits étaient coulés au niveau de l'appareil génital ou même l'usage du feu. Ces viols étaient massifs. Massifs puisque dans les villages comme Fizi, Walikale, Chabunda, dans une nuit, plus de 200, 300 femmes étaient violées. Et donc, que les femmes d'un village soient violées toutes dans une nuit, ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait une planification des gens qui vont commettre ces viols. Mais le fait que les viols se font en public, en fait, il ajoute le nombre de victimes, puisque toutes les personnes en fait, qui sont forcées d'assister à ces actes barbares deviennent des victimes indirectes. C'est ainsi que les maris, les enfants qui voient leurs parents dans cette situation d'humiliation, ils ne sont pas, même si on en parle moins, mais les quelques maris que j'ai rencontrés ou les enfants, ils sont également victimes, mais des victimes indirectes. Ces viols sont systématiques, puisque malheureusement ne tiennent pas compte ni de l'âge ni du sexe. Les bébés que j'ai soignés, et ceci il y a tout simplement 18 mois, elle avait 6 mois. Et la femme la plus âgée ne connaissait même pas son âge, mais vu ses enfants, on pouvait estimer qu'elle avait plus de 80 ans. Dans notre série, les hommes représentent seulement 1%. Mais lorsque les hommes sont concernés, ce qu'on a observé, souvent les lésions portent sur leur appareil génital, qui est souvent donc coupé, mais également les hommes, lorsqu'ils sont soumis au viol en présence de leurs épouses et de la communauté, psychologiquement, ils sont les plus difficiles à soigner et la tendance suicidaire est la plus élevée. Dans quel but ces viols peuvent se commettre de cette façon méthodique, systématique et massivement? D'abord, c'est pour terroriser la communauté. Et c'est pour cette raison qu'on le fait avec le plus de spectacles possible, pour terroriser la communauté. Et en fait, une fois que la communauté est terrorisée, la réaction normale s'entraîne le déplacement des populations entières qui vont quitter leur milieu, souvent à la recherche des zones qui sont sécurisées. Et ceci, ça fait en fait que ceux qui commettent ces viols vont se retrouver dans des territoires qui vont contrôler, des territoires qui seront désormais sous leur contrôle. Et lorsque on essaie d'examiner, le motif économique est souvent repris dans ce type de viol. Nous avions fait une étude pour essayer de savoir d'où venaient les victimes de violences sexuelles que nous soignons à l'hôpital des Panzi. Et dans cette étude, nous avions pu mettre en évidence que les victimes venaient des zones qui étaient riches en minerais, spécialement le coltan, et que c'est dans ces zones riches en coltan qu'il y avait également les groupes armés, donc qui se battaient pour le contrôle de ces territoires riches en minerais. Et en fait, les femmes étaient victimes. Et aujourd'hui, le coltan qui est largement utilisé dans tous les appareils électroniques, et spécialement dans nos téléphones,
s'écoltant à 80% vient de cette zone de non-droit où les femmes subissent des atrocités, en fait, pour avoir le contrôle. Et c'est comme si la bataille se faisait beaucoup plus sur le corps des femmes. Quelles sont les conséquences? Assez rapidement, on a des conséquences qui portent sur l'individu et sur la famille. Et ces conséquences peuvent être physiques et psychologiques dans les relations sociales et des conséquences socio-économiques. Les conséquences physiques, c'est spécialement la transmission des infections sexuelles. Lorsqu'une femme est violée par 10 personnes, et plus souvent, en fait, après la troisième personne, souvent les femmes nous disent qu'elles perdent des connaissances. Mais également, il y a la transmission du VIH, les grossesses non désirées, et lorsque les objets sont utilisés pour commettre ces forfaits, on observe des lésions génitales, vulvaires, anorectales, vaginales, rétrovésicales et péritonéales. Et ça, ce n'est pas seulement avec des objets, mais on peut également observer ce type de lésions génitales chez des femmes âgées ou alors des enfants, surtout, de moins de 5 ans. Mais on peut avoir d'autres lésions, puisque lorsque on utilise les armes à feu ou même le feu, on peut avoir aussi des lésions, des fractures et des lésions des tissus mous. Les conséquences sociales sont surtout la stigmatisation lorsque ceci arrive et que ça se passe en public, ou tout simplement que la personne, même si ça s'est passé à un endroit caché, mais lorsque ça arrive et que la personne doit, par exemple, aller à l'hôpital, il y a la stigmatisation, l'exclusion, les crimes d'honneur, l'arrangement à l'amiable. Et l'arrangement à l'amiable, malheureusement, c'est lorsque la famille veut absolument que la fille puisse épouser son bourreau. Mais il y a la destruction du tissu social. Et ici, je voulais insister un tout petit peu sur cette destruction du tissu social, puisqu'en fait, ça crée une désorganisation sociale qui peut durer même après les conflits. Lorsque les parents sont violés devant leurs enfants, lorsque les enfants sont violés devant leurs parents et que les parents ne peuvent pas les protéger, lorsque les clergés sont violés devant leurs fidèles, vous comprenez que, en fait, le rôle social est complètement perturbé et le tissu social, le tissu familial est complètement détruit. On a eu beaucoup de cas de séparation. Les femmes qui viennent à Panzi souvent viennent seules, puisque les maris ont tendance tout simplement à les rejeter après le viol. Il y a des conséquences psychologiques. Et ici, en fait, on va noter la dépression, l'anxiété. Les femmes ont tendance à s'isoler. Elles pensent que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Il y a des stress post-traumatiques, des troubles du sommeil, des plaintes somatiques. Et ça, dans mes consultations des gynécos, souvent, en fait, les femmes ne viennent pas vous dire voilà, j'ai été violée, mais elles présentent toujours, elles tournent autour. Mais lorsque vous essayez de cadrer et que vous donnez le temps de les écouter, ça arrive toujours que vous vous rendez compte qu'elles ne disent pas. Elles veulent plutôt que ce soit vous qui prononcez ces mots qui est dur à prononcer, mais elles vont les présenter sous forme de plaintes somatiques. Il y a des troubles de comportement. Les tendances suicidaires vont s'observer surtout chez les adolescentes et surtout lorsque elles ont eu une éducation de base. Dans la région, je vois, lorsque la fille est déviergée, la famille ou
les coutumes veulent montrer que elle n'existait plus. Et souvent, en fait, ces filles sont convaincues que du fait d'avoir été violées, donc elle n'existait plus. Quand elles viennent nous voir, et souvent c'est l'expression « depuis que c'est arrivé, moi je ne suis plus ». Et cette expression « je n'existais plus » les pousse souvent à une tendance suicidaire. On observe également des conséquences socio-économiques. C'est l'incapacité de travailler. Et là, si je revenais sur donc le trouble somatique, mais même si vous avez soigné la maladie donc physique, souvent, ces patientes, elles ont toujours des plaintes qui font qu'elles sont incapables de pouvoir continuer à travailler. Et lorsque nous sommes dans l'économie rurale, chez nous, ce sont des femmes qui portent finalement l'économie du pays. Lorsqu'elles ne travaillent pas, les conséquences socio-économiques sont désastreuses. Il y a la discrimination et la stigmatisation qui vont faire que souvent, ces femmes n'ont pas accès au travail comme les autres femmes et ne peuvent pas aller au marché, et surtout si elles ont des lésions telles que des fistules qui font tout simplement, qui sont des communications entre l'appareil génital avec soit l'appareil digestif ou l'appareil urinaire. Elles deviennent incontinentes et souvent la conséquence est que ces femmes sont discriminées, rejetées par tout le monde. Il y a la déscolarisation, les retards scolaires, et ceci va entraîner des pertes de revenus, bien sûr, avec la diminution de productivité. Quelles sont les conséquences chez les enfants et les adolescents? Nous avons des maisons qui accueillent des enfants et des adolescentes, et c'est que l'on observe, par exemple, à la Cité de la Joie, où je reçois 90 filles pendant 6 mois, on est souvent étonné de voir leur comportement sexuel après avoir été violés. Et au début, moi, je pensais que la réaction devrait être automatique, donc de rejeter du fait d'avoir été violé. Mais je vois ma collègue et mon amie qui est ici avec nous, elle va peut-être nous parler, donc Madame de Keyser. La moitié des filles que je reçois, des adolescentes, la moitié a un comportement sexuel tout à fait, je peux l'appeler un comportement sexuel excessif. Et l'autre moitié présente plutôt une espèce de frigidité. Et souvent, en fait, en parlant avec ces filles, c'est comme si elles sont complètement dans une dissociation. Et donc, le corps qui leur pose problème, elles disent tout simplement, prenez, faites ce que vous voulez. Et à la limite, elles n'ont pas le temps de se poser des questions par rapport à ces comportements. Et c'est vrai que ça peut apparaître comme anormal. Mais ce qu'on a observé aussi, c'est que dans ces comportements, lorsque vous les prenez en charge et qu'ils arrivent en fait à intégrer l'esprit dans leur corps et reprennent le contrôle de leur corps, et à ce moment-là, leur comportement sexuel change complètement. Donc, on peut avoir des pratiques sexuelles qui sont précoces et bizarres, mais en fait, c'est une façon de réagir à cette violence. Le risque de grossesse précoce, bien sûr, le comportement, c'est le dysfonctionnement social, le retard de croissance physique. Et là aussi, nous avions fait des études par rapport à ces jeunes filles. On voit très très bien qu'elles ont vraiment de gros problèmes de croissance lorsqu'elles ont été violées ou esclaves sexuelles à partir de l'âge de 10 ans. Il y a des confusions du genre et la tendance à commettre elles-mêmes donc de la violence, surtout sur leur bébé, est très très élevée. Et souvent, il faut faire très très attention lorsque elles accouchent, ne pas laisser leur bébé à leur portée sans vraiment s'assurer qu'elles sont capables de pouvoir le prendre en charge correctement. Je sais combien de minutes il faut me signaler. Il me reste combien? Quelques minutes. Bon, je vais aller plus vite. Donc, conséquence au niveau communautaire, en fait, le traumatisme collectif
le fait de l'humiliation, de la honte. Lorsque ça se passe en public, il y a un traumatisme collectif. Et là, on ne va pas trop s'attarder sur ça, ça va de soi. Il y a la désintégration du tissu social, le déplacement en quête d'anonymat et de sécurité. Il y a une incapacité organisationnelle et les conséquences socio-économiques sont énormes. Et sur le plan sociétal, le dépeuplement des régions, et ici, souvent, si on peut considérer la démographie d'une région, on peut très très bien observer qu'avec les viols, on peut arriver aux mêmes conséquences que les armes classiques, traditionnelles, puisqu'avec les viols, lorsqu'on détruit l'appareil génital de la femme, donc on empêche autant de vies à venir en vie, la destruction de l'appareil génital ou même tout simplement les infections au niveau de l'appareil génital peuvent jouer un rôle très très important dans la démographie d'une population. Il y a la propagation de maladies sexuellement transmissibles et du VIH qui va tout simplement aussi entraîner une mort douce on ne fera pas de relation avec l'acte qui était posé, où le VIH est considéré tout simplement comme une maladie, comme tant d'autres, mais en fait, dans la stratégie, on voit très bien que c'est prévu. Il y a la normalisation de la violence sexuelle et une baisse de productivité dans la communauté, la destruction de l'économie, et tous ces impacts, en fait, ce sont des impacts que vous pouvez avoir dans une guerre classique. La prise en charge est donc comment nous pouvons essayer de réparer toutes ces conséquences qui sont quand même dramatiques pour une population. À l'hôpital de Panzi, qui a été créé en 1999, nous avons déjà traité plus de 51 000 femmes victimes de violences sexuelles. Et c'est dans un concept donc holistique où la prise en charge s'est faite en one-stop center ou un guichet unique. Les 4 piliers sont, premièrement, les piliers médicaux, où lorsque les victimes arrivent, il faut absolument faire un examen clinique et un examen paraclinique qui doivent être complets, le plus complet possible. Et ces examens vont nous permettre assez rapidement de pouvoir faire la prévention de la grossesse non désirée, de faire la prévention des infections sexuellement transmissibles et du VIH, et éventuellement traiter les lésions génito-urinaires ou digestives basses lorsque ces lésions existent. Et en fait, il y a 2 situations. Lorsque les victimes se présentent avant 72 heures, on peut donner la prévention de la grossesse, des infections et éventuellement donner également la prévention du VIH-Sida. Malheureusement, lorsque ça arrive, surtout chez les adultes, la tendance n'est pas de venir directement à l'hôpital et elles arrivent souvent, malheureusement, après 72 heures. Et là, le seul traitement que nous pouvons conduire, c'est le traitement des infections et des lésions génitales. Il faut noter qu'il faut faire une rédaction d'un certificat médical qui doit être fait. Ce certificat doit être exhaustif pour prendre le plus de renseignements, prendre le maximum de photos qu'on peut réaliser au cas où, pour l'intérêt médico-légal. La prise en charge des lésions génitaux urinaires et digestives basses peuvent se faire chez les femmes adultes, chez les enfants, exceptionnellement chez l'homme. Et ici, sur le schéma, là, je vous montre les différentes lésions et les communications qu'on peut avoir lorsque on introduit dans le petit bassin soit les armes contondantes ou les armes à feu. On peut avoir des différentes communications. Et là, à côté, c'est un bébé de 18 mois après avoir été violé, avec des lésions aussi bien digestives qu'urinaires et génitales.
Donc ici, c'est un modèle de certificat médical. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer le Medicapture, qui est en fait une option qui permet à ce que le médecin peut faire son certificat médical, faire toutes les photos et pouvoir les envoyer dans les nuages. Et ceci, c'est pour prévenir en fait les risques que ça soit pris par les groupes armés ou parfois même l'État. Donc l'armée gouvernementale, si c'est elle qui est en cause, elle peut parfois être amenée à retirer ou faire disparaître les preuves. Je crois que notre clinique juridique a été brûlée tout simplement avant un procès et on avait compris que c'est pour faire disparaître les preuves. La prise en charge psychologique, nous faisons intervenir aussi bien les assistantes sociales, les psychologues, que le psychiatre. Mais nous avons également des activités au niveau communautaire. Donc notre prise en charge n'est pas seulement clinique sur le plan psychologique, mais également communautaire. Et cette prise en charge a deux types d'interventions, une intervention en phase aiguë et une intervention donc à long terme. Et je vous passe de ça assez rapidement. Pendant la phase aiguë et de courte durée, nous avons différents types de thérapies, comme vous pouvez le voir. En phase à long terme, nous utilisons plutôt des thérapies de style musicothérapie ou art-thérapie, etc. Sur le plan de la prise en charge socio-économique, nous avons des activités génératrices de revenus, le microcrédit, les associations villageoises d'épargne et de crédit. Nous scolarisons les enfants violés ou les enfants issus du viol. Et surtout, nous travaillons beaucoup sur la médiation familiale. La prise en charge juridique, au niveau des PANSI, nous avons d'abord un grand travail de sensibilisation sur le droit de la femme, puisque finalement, beaucoup de femmes ne connaissent même pas leurs droits. Et donc, vous ne pouvez pas penser à une prise en charge juridique sur une population qui ne connaît pas la loi, ne connaît pas ses droits. Et donc, nous avions créé des cliniques juridiques locales pour avoir une justice de proximité, où nous faisons des consultations gratuites, des conseils et des orientations. Et nous assistons également sur le plan judiciaire, où nous faisons des accompagnements des victimes auprès des tribunaux. Et donc, nous payons malheureusement les frais de justice et des honoraires des avocats. Ce n'est pas le travail d'une fondation comme la Fondation Panzi, mais lorsque l'État ne fait pas donc son devoir, nous essayons également d'organiser des chambres foraines pour approcher en fait les cours de victimes. Les résultats, c'est en fait dans cette prise en charge holistique qui commence par la prise en charge médicale, la réinsertion socio-économique, nous faisons une prise en charge psychosociale et l'assistance juridique pour transformer ces victimes à être des survivantes. Mais le maillot faible de notre système de prise en charge holistique, malheureusement, c'est la justice. Pourquoi la justice? C'est puisque le système juridique, par exemple congolais, est dysfonctionnel par manque de ressources et d'infrastructures. La corruption, le niveau de corruption, je ne sais pas s'il y a deux pays au monde où on a la corruption, comme ce que je vois en République démocratique du Congo. Les prisons sont inefficaces. Je crois le troisième trimestre de 2017, plus d'une dizaine de prisons. Le matin, tout le monde s'évadait. Et vous comprenez, pour les victimes de violences sexuelles, c'est terrible. Lorsque vous aviez accusé quelqu'un, vous l'avez affronté et qui se trouve en prison et qui l'évade, la première chose que ces évadés font, c'est faire un coup de fil à la victime en disant « bon ben, je suis libre et vous devez donc chercher un autre pays, il faut que vous puissiez quitter puisque je vais me venger sur vous ». L'inefficacité des prisons, le coût élevé de ces processus judiciaires et des procédures qui sont très complexes. On ne va pas entrer dans les détails. Il y a beaucoup de victimes alors qui ne portent pas plainte, tout simplement par manque total de confiance dans les systèmes judiciaires, la peur de la stigmatisation, puisque finalement, porter plainte, ça ne veut pas forcément dire qu'on va aboutir, et donc on risque tout simplement d'être stigmatisé et on n'aura pas droit. Il y a cette peur des représailles, et souvent,
souvent, lorsqu'on demande aux victimes de présenter leurs preuves dans la situation de conflit, c'est très très difficile. Le temps va vite, mais ici, je voulais, par exemple, donc quand nous parlons des réparations, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment réparer un périnée d'une petite fille qui est complètement détruit? Là, sur le plan physique, comme chirurgien, je vais dire, j'ai fait une réparation, je suis satisfait. À 100%, j'ai résolu le problème d'incontinence fécale et à 90%, le problème d'incontinence urinaire. Mais est-ce que c'est ça, la réparation? En fait, ces petites filles que nous réparons, nous ne savons pas, et aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de pouvoir dire quel va être leur avenir psychologique et qu'est-ce qu'elles vont devenir, leur avenir sexuel, comment elles vont se développer sur le plan sexuel et sur le plan de la fertilité, ça pose problème. Et donc, je crois que vous comprenez tout en fait, le problème que nous nous posons par rapport à la réparation, qui est une obligation des États, mais aussi de nous, des individus, de remédier au préjudice. Mais parfois, il y a des questions, des interrogations que nous ne sommes pas encore capables à répondre. Cette réparation qui devrait inclure normalement la restitution, et pour ces petites filles, je me demande, la restitution serait quoi? La compensation, la réhabilitation, et effectivement la satisfaction et la garantie de non-répétition, je voulais vous dire que malheureusement, il y a des victimes que j'ai réparées pour la deuxième et la troisième fois. La réparation en RDC n'existe presque pas. Et là, je vais aller très très rapidement pour vous dire, nous avions eu 2 procès qui étaient des procès exemplaires à Fizi et à Songomboyo. Malheureusement, pour Songomboyo, aujourd'hui, vers 10 ans après, il n'y a toujours pas des réparations. Soit puisque les auteurs ne sont pas capables de payer la réparation lorsqu'il faut faire une réparation matérielle, mais également, même lorsque l'État est condamné in solidum avec, par exemple, des soldats qui ont commis les viols, malheureusement, l'État n'intervient pas pour payer la réparation. Qu'est-ce que les victimes attendent? Ce que les victimes attendent, nous avions eu, d'abord, personnellement, j'ai eu l'opportunité de faire partie d'une commission pour essayer de comprendre qu'est-ce que les victimes attendraient en termes de réparation. Et c'est vrai que ce qui m'avait beaucoup plus frappé, c'était, je croyais que toutes les victimes leur étant de pauvreté très très avancée, demanderaient des réparations matérielles. Mais j'étais surpris de constater que, en fait, même dans des endroits les plus reculés, il y a des femmes qui demandaient tout simplement à ce qu'on puisse leur présenter des excuses, que les autorités puissent présenter les excuses, qu'on puisse construire des monuments pour que cela ne puisse plus jamais se répéter. Et en fait, la demande, par exemple, de l'éducation pour leurs enfants, c'était une demande qui revenait souvent, puisque tout simplement, les femmes ont l'impression que le fait de ne pas connaître la loi a fait qu'elles n'étaient pas capables de réclamer leurs réparations. Et donc, quand on voit les formes des réparations que les victimes peuvent attendre, elles sont très très variées, selon les endroits, selon les niveaux également des victimes. Sur le plan global, en fait, les réparations sont liées aux procédures pénales, mais aujourd'hui, avec l'exigence des preuves qui est très très élevée, et pas seulement élevée, mais moi je me pose la question, et je crois que l'auditoire, il y a vraiment beaucoup de juristes, je serais très intéressé d'écouter vos discussions par rapport à ça. Lorsqu'une femme est violée pendant les conflits, ça tire de partout, c'est dans un endroit perdu, en pleine forêt, qu'on demande à ce que cette femme puisse apporter les preuves du viol pour qu'elle puisse bénéficier de la réparation. Enfin, peut-être j'aurai des réponses dans cette conférence, mais je trouve que la première réaction de ces victimes,
c'est d'abord se protéger, c'est essayer de se mettre à l'abri des balles, se mettre à l'abri des bourreaux, qui est vraiment de penser à conserver les preuves. Et souvent, en fait, dans les zones de conflit, il y a les preuves qui manquent. Il y a également les barrières politiques, puisque souvent, après la victoire d'un camp contre l'autre, le camp qui a gagné la guerre, même s'ils ont commis des viols, souvent ils ne veulent pas en entendre parler. Et donc, vous comprenez très bien que pour les victimes, et partout dans le monde, avoir accès à des réparations liées à la justice formelle, c'est très très compliqué. Et nous avions réuni les victimes à Genève au mois de juin. On avait eu des discussions avec les victimes venant de l'Amérique latine, de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique. Effectivement, on a très très bien senti que ça pose de gros problèmes en termes de réparation lorsque surtout ça survient dans le contexte de conflit. Alors, est-ce qu'il faut s'arrêter là? On peut se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur des modes de réparation hors système judiciaire formel? Et ici, on a quelques exemples. Par exemple, on a discuté avec les femmes de Kosovo ou de la Croatie, où il y a eu création de comités qui essayent en fait d'étudier la possibilité d'avoir une réparation non judiciaire. Le grand problème ici aussi, c'est toujours la stigmatisation. Et par exemple, ces femmes nous ont dit, lorsqu'on doit vous donner une réparation, mais que lorsque vous allez retirer la réparation, on met une enveloppe qui a une couleur spécifique que tout le monde peut voir, qui bon voilà, celle-là, elle a une enveloppe jaune, donc c'est une réparation, donc elle a été victime de viol. Ça fait que beaucoup de femmes, finalement, n'acceptent pas ou refusent tout simplement de se faire stigmatiser. Les femmes de la Corée du Sud, par exemple, qu'on appelle les femmes de confort, il y a eu des fonds qui ont été mis à leur disposition par le Japon, mais la condition c'était, écoutez, n'en parlez plus, il faut se taire, et par dignité, ces femmes qui ont plus de 90 ans, beaucoup ont dit, pas question, nous n'acceptons pas. C'est comme si, en fait, on veut acheter leur silence. Et ça, est-ce que vraiment ça peut s'appeler réparation? Et finalement, je crois qu'aujourd'hui, c'est bien de pouvoir discuter un tout petit peu. Est-ce qu'on ne peut pas penser à un autre mécanisme international de réparation qui devrait être centré sur les survivantes et que ces mécanismes, finalement, soient co-gérés avec les survivantes, qu'au lieu d'avoir tout simplement donc, les preuves judiciaires, il y a plein de documentations qu'on peut avoir auprès des ONG, auprès des services sanitaires. Et ici, je crois que ce qui est important, lorsque les femmes dans un village sont violées, 200 femmes sont violées à la même nuit, donc tout le monde peut se rendre compte en fait que ça s'est passé. Mais après, quand ces femmes vont à la justice, on leur demande de fournir des preuves médico-légales. Et pourtant, c'est un acte qui s'est posé en public, peut-être que ça n'a pas été filmé, mais tout ça, c'est pour en ce qui concerne les preuves, ce n'est pas toujours des preuves de bonne qualité pour la justice. Mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser d'autres types de documentation pour permettre de faire des réparations, même pour des victimes, sans qu'elles passent par des réparations judiciaires? Et ici, ça serait peut-être une forme également d'avoir un comité local, puisque les femmes, ce qu'elles ont besoin, c'est surtout que, en fait, les torts qu'elles ont connus, les préjudices qu'elles ont connus, que la communauté puisse dire, effectivement, vous n'avez pas été protégés. Parfois, ça se limite à ça. Et lorsqu'on peut avoir un comité local indépendant qui peut finalement décider et dire, voilà, vous aviez connu un préjudice, et nous, comme communauté locale, nous acceptons ces préjudices. Ce sont des idées qu'on voudrait bien voir comment on peut les débattre ici. Les diverses formes de réparation, donc suivant les contextes, peuvent être aussi bien individuelles que communautaires. Et je pense que dans les discussions avec les victimes que nous avions eues,
et beaucoup de victimes pensent beaucoup plus, effectivement, à ces réparations communautaires qui doivent être symboliques. Dans un village, les femmes m'avaient dit, nous souhaiterions, en termes de réparations, que vous puissiez nous construire une église où tout le monde peut venir, peu importe la religion, mais que nous puissions tous nous rencontrer. Bon, ben, elles étaient religieuses, et donc elles ont dit, bon, ben, ça serait une façon de se réconcilier, de se considérer tous comme étant égales, et puis ça serait une possibilité de montrer aux gens qu'après ce qui s'était passé, nous pouvons vivre ensemble. Il y a plein d'idées comme ça, et malheureusement, souvent, les victimes ne sont pas associées, et lorsqu'elles ne sont pas associées, elles ne viennent pas avec des idées qui peuvent permettre vraiment de faire la réparation et qui peuvent les aider à recommencer une vie normale. Et comment financer ça? Effectivement, je crois que nous sommes en train de discuter même avec des États, des organisations, comment on peut avoir un fonds mondial de réparation qui peut provenir peut-être des acteurs publics ou privés, des nationaux, internationaux, et avoir un fonds. Et vous savez, par exemple, pour le procès d'Hissène Habré, c'est seulement maintenant qu'on est en train de se poser la question comment constituer le fonds de réparation dans l'affaire Hissène Habré. Et ça, c'est vrai que les femmes ne peuvent pas attendre, comme les femmes coréennes, 70 ans pour avoir la réparation. C'est une réparation qui ne sert plus à rien. Elles ont mené 70 ans de leur vie à souffrir. Et donc, il est temps de pouvoir trouver des mécanismes qui permettent à ce qu'il y ait un fonds mondial qui peut permettre, une fois que le jugement a été prononcé, d'avoir donc un jugement. Les avantages, il y en a beaucoup. C'est la reconnaissance formelle de crimes subis par un organe indépendant. Les meilleures pratiques pourront être échangées. Un pays qui a pu trouver de bonnes solutions peut partager avec un autre pays. Un moyen de donner une voix aux survivantes. Et en fait, les communautés se sentiraient en fait moins stigmatisées. Voilà ici quelques photos de la conférence que nous avions organisée avec des survivantes venant de tous les pays en conflit, où elles ont donné les quelques idées que je viens de partager avec vous. Je vous remercie. Excusez-moi pour moi.